Ce chef-d'œuvre a ceci de singulier qu'il est contemporain d'une donnée socio-historique nouvelle. Dans les années 60, plus exactement entre 1965 et 1970, les événements vont en effet marquer en France la disparition de ce qu'il est convenu d'appeler l'israélisme français. Deux livres emblématiques, l'un est un essai et l'autre est un roman, impensables une décennie plus tôt, caractériseront la fin de cette figure. Le De Gaulle, Israël et les Juifs de Raymond Aron et La place de l'Étoile de Patrick Modiano, tous les deux publiés la même année en 1968. Or, sur le chemin qui mène à ces réappropriations très significatives du nom juif, il serait dommageable d'occulter la présence de la danse de Gengis Khan qui date de 1966. Une fois de plus, Gary s'est montré visionnaire, devançant par la fiction une réalité à laquelle l'histoire était justement en train de donner corps. Jusque vers le milieu des années 60, on parlait encore des Français israélites, dont Léon Blum, à qui d'ailleurs Gary a dédié son livre Tulipe, ce que l'on relève assez rarement alors que c'est hautement significatif. Léon Blum a été une des grandes figures et des figures les plus célèbres. Mais voilà que, d'une part, un grand nombre de juifs séfarades s'installent en France, en métropole, à partir de 1962, suite au rapatriement des Français d'Algérie, et qu'en 1967, la guerre des 6 jours éclate au Proche-Orient. De plus, à la même époque, on commence tout juste à sortir du silence qui régnait sur la Shoah depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peu à peu, les rescapés prennent la parole, une parole qui n'est pas sans éveiller chez bon nombre de Français juifs, assimilés et déjudaïsés, comme une conscience nouvelle de leur judéité. C'est comme un retour du refoulé qui les saisit de manière surprenante et très puissante pour tous ces Israélites, entre guillemets. Il va falloir faire avec le ressurgissement de cette appartenance. Et Gary, à cet égard, ne fut pas en reste. Il fut même, si je peux dire, en première ligne. D'autant que pour lui, ce qui sera tout à fait déchirant, c'est la phrase de De Gaulle sur le peuple juif, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, prononcée en 1967. Alors pourquoi cette phrase a été terrible pour lui? Parce que d'un coup, et de manière, si vous voulez, catastrophique, ce qui faisait unité à ses yeux ne le faisait plus guère. D'un coup, c'est l'universalisme français et l'universalisme juif qui se sont trouvés dissociés, comme dissociés à l'intérieur de sa propre conscience. C'est en cela que cette phrase de De Gaulle, lui qui incarnait la France, et dont Gary dira « il fut la France », c'est en cela que cette phrase a été véritablement traumatisante pour Gary, parce qu'elle a scellé en quelque sorte cette disjonction à l'intérieur de sa conscience. Alors, à ce moment-là, Gary perd pied, si vous voulez. Tout ce qui était pour lui un véritable enracinement devient synonyme d'arrachement à nouveau. Et donc, il éprouve à ce moment-là, entre 67 et 70, le besoin de revenir constamment sur cette phrase de De Gaulle, dans des entretiens, dans des interviews à la radio, et surtout, en 1970, il fait quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé faire 10 ou 15 ans auparavant. Il écrit dans la presse une lettre à ses cousins juifs. Tout ce qui, en quelque sorte, lui avait permis de tenir debout dans la France agitée de l'entre-deux-guerres se dérobait maintenant sous ses pas. Il ne savait plus comment ordonner son devenir à ses origines. Tout ce qui était de l'ordre de la réconciliation lui paraissait vain. Et c'est là que va surgir en lui, peu à peu, progressivement, mêlé à ce désir qu'il avait d'épouser toutes les vies, tous les visages, tous les masques, tous les idiomes,
va se mêler à cela une nouvelle idée qui va peu à peu germer, qui est celle d'inventer un personnage. Mais un personnage qui serait en même temps un auteur. Et un auteur qui pourrait en quelque sorte donner vie à cet autre lui-même qu'il a senti en lui au moment où s'est disloqué dans sa conscience les deux universalismes qui le constituaient de manière en quelque sorte confuse. C'est là que, en quelque sorte, est né peu à peu cet auteur-personnage qui a fini par s'appeler Émile Ajar. Au départ, Gary écrit Gros Câlin. Il écrit Gros Câlin sous le nom d'Émile Ajar, sans prévoir en fait aucune suite, ni aucun souci d'identification. Enfin, il écrit un roman comme ça, en essayant de donner voix à cette nouvelle voix en lui qui parle. Mais ce n'est qu'au lendemain de la publication que prendra corps le projet qu'il ne s'était pas encore avoué à lui-même, c'est dédoubler l'œuvre pour mieux distinguer les auteurs. Si Romain Gary a voulu, coûte que coûte, contre vents et marées, et même au prix de sa santé psychique, maintenir secrète cette autre identification, cet autre auteur, c'est bien parce qu'il y avait derrière cela un tout autre enjeu que ce qu'on dit d'habitude, à savoir une forme de mystification littéraire pour berner les critiques. Au fond, bon, l'enjeu est bien plus grave et bien plus important que de sacrifier sa santé psychique et de se dédoubler quasiment pour uniquement ferrailler avec des critiques qu'il méprise et qui le méprisaient. Donc cet enjeu fondamental, si vous voulez, fait que le pseudonyme d'Émile Ajar n'est pas un simple pseudonyme, comme l'était d'ailleurs Romain Gary lui-même, puisque Romain Gary, ce n'est pas son nom. C'est le premier pseudonyme qu'il prend en tant qu'auteur, lui qui s'appelait Roman Katsev. Bon, il a ensuite utilisé d'autres pseudonymes, Fosco Sinibaldi, Chatan Bogat, pour d'autres livres, mais très vite, au moment de la sortie du livre, il a avoué que lui-même en était l'auteur. Avec Émile Ajar, il ne fera pas la même chose. Il refusera, coûte que coûte, à se révéler comme tel. Et s'il n'a pas voulu se révéler comme tel, c'est parce qu'il s'agit d'un autre auteur et d'un autre enjeu, et d'un enjeu qui n'est pas simplement littéraire et qui est existentiel.